Bonjour les premières! Nous attaquons aujourd'hui le dernier chapitre de l'année, chapitre 12, géométrie analytique. Alors il y a des tas de choses que vous connaissez déjà, donc il va y avoir au début des révisions, et puis on va adapter nos connaissances, notamment du produit scalaire, sur la géométrie dans un repère, parce que c'est ça la géométrie analytique. Alors voyons voir ce sommaire, que vous trouverez bien sûr sur Pronote. Dans un premier temps, rappel de calcul vectoriel. Ça sera très rapide, ça tient en une feuille. Mais c'est très important, c'est un, un rappel de tout le programme de seconde que vous devez absolument maîtriser, hein. Grand 2, application de l'orthogonalité dans un repère orthonormé. Donc on va voir premièrement comment on définit comment on exprime le produit scalaire dans un repère avec des coordonnées. Qu'est-ce que ça veut dire le produit scalaire du vecteur u par le vecteur v en termes de coordonnées? Vous allez voir, c'est très simple. Et puis dès qu'on aura ce produit scalaire, on aura donc une caractérisation en termes de coordonnées de l'orthogonalité. Et ça nous permettra d'étudier des cas un peu spécifiques, comme le vecteur normal à la droite, l'équation de droite vient un point, les coordonnées projetées orthogonales, et enfin les équations de cercle. Voilà le programme, il est clair. Donc cette semaine, on commence avec grosso modo jusque là, hein, jusqu'à la caractérisation de l'orthogonalité. La semaine prochaine, on fera les applications. Partons directement sur grand 1, rappel de calcul vectoriel. Pareil, ça aussi vous le trouvez sur Pronote. Rappel de calcul vectoriel dans un repère. Bien, alors premièrement, qu'est-ce que c'est un repère? Eh bien, on a l'habitude en mathématiques de gérer trois repères, trois types de repères. Je vous ai déjà expliqué l'année dernière, donc je ne vais pas y passer trop de temps. Le repère orthonormé, le repère orthogonal et le repère quelconque. Alors, qu'est-ce qui est différencie? Bon, première chose, il y a le mot ortho dans ces deux-là. Ah, c'est facile, ça signifie qu'il y a un angle droit au niveau des axes du repère. Un repère, c'est toujours constitué par une origine, donc un point d'origine, et deux vecteurs. Un qui va déterminer l'axe des abscisses, le premier, le second qui va déterminer l'axe des ordonnées. Et éventuellement, l'année prochaine, je peux vous en parler parce que c'est bientôt, vous verrez un troisième vecteur K qui vous définira, donc vous aurez I qui fera les abscisses, J qui fera les ordonnées, et K qui fera la hauteur. Vous aurez donc un repère en 3 dimensions. Donc, vous verrez, il n'y a aucune difficulté par rapport à 2 dimensions. Juste on rajoute une dimension et voilà. Voilà, ça fera un petit peu plus de calcul. Bon, mais pour cette année, nous restons dans le plan. On a donc deux vecteurs uniquement et une origine. Donc vous les voyez, ces vecteurs, ils sont systématiquement là. Le vecteur I, il est là. Le vecteur J, il est là. Pareil, IJ, pareil. Je vais le repasser. Voilà le vecteur I. Voilà le vecteur J. Donc ce qui différencie le repère quelconque des repères ortho, c'est qu'il n'y a pas d'angle droit ici. Il y a un angle, bien sûr, entre les vecteurs I et J, et cet angle n'est pas égal à 90 degrés. Premier point. Alors, mais du coup, qu'est-ce qui différencie un ortho normal d'un orthogonal? Eh bien, tout simplement, la norme. Il n'y a pas de notion de norme dans un repère orthogonal. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que dans un repère orthonormé, vous allez pouvoir calculer des normes. Vous allez pouvoir calculer des longueurs, comme on a vu l'année dernière. La formule racine de machin, là, je vous le rappelle. Dans un repère orthonormé, si vous prenez un point A et un point B, et que vous voulez calculer cette distance, ou si vous préférez la norme du vecteur, c'est la même chose, et bien AB, c'est la racine carrée de xb moins xa, le tout au carré, plus yb moins yk, le tout au carré. C'est tout simplement, si vous réfléchissez, ça c'est... on va voir dans quelques instants. J'anticipe, pardon. Bon, ça c'était avec uniquement dans un repère orthonormé. Dans un repère orthogonal, et encore moins dans un repère quelconque, on ne peut pas calculer la longueur. Vous pouvez tout à fait avoir un point et un point B et parler du segment AB, hein, mais vous êtes incapable de calculer la longueur du segment AB avec une formule comme ça, à partir des coordonnées. En tout cas, il n'y aura pas une formule aussi simple, il faudrait renormaliser. Bref, vous ne pouvez pas le faire dans l'état actuel de vos connaissances.
Et on va voir aussi que le produit scalaire, du coup, comme il est basé sur les normes, ne marchera que dans les repères orthonormés. Bref, dans ce chapitre, on va exclusivement travailler dans ce type de repères. D'ailleurs, en mathématiques, on travaille exclusivement en repères orthonormés. Hein, c'est très rare un repère orthogonal, jamais. Ça, c'est pour les sciences naturelles ou les sciences physiques, ou l'économie, ou la géographie. Bon, bref, vous avez compris. Et le repère quelconque, c'est pour la géométrie affine, c'est-à-dire la géométrie euh, où on n'a pas le droit de calculer des longueurs, ni des angles. Hein. Donc on est capable de faire des tas de trucs dans un repère quelconque. On peut montrer que des droites sont parallèles, on peut déterminer des milieux, hein, on peut montrer que des points sont alignés. Mais en aucun cas on sera capable de calculer des angles, pas dans un repère quelconque. Bon, du coup je ne vais pas trop parler de ces deux repères, on va se passer dans un repère orthonormé. Enfin, dans le cas de ces rappels de cours, le repère est quelconque. Donc tout ce que je dis, même si dans ce chapitre on sera tout le temps en repère orthonormé, tout ce que je dis là pour l'instant il est valable pour un repère quelconque. C'est-à-dire la notion de coordonnées d'un point, d'un vecteur, en fonction de ses représentants et toutes les opérations algébriques sur les vecteurs et la notion de déterminant, tout ça, ça marche dans les vecteurs quelconques. La seule chose qui va réclamer un repère orthonormé, c'est le calcul d'une norme de vecteur, c'est-à-dire le calcul de distance, et le calcul du produit scalaire, et donc dès qu'il va falloir calculer des angles. Donc si on vous demande de calculer des angles, de prouver des orthogonalités, de calculer des produits scalaires, ou de calculer des normes, ou encore des distances, tout ça, ça n'a de sens que dans un repère orthonormé. Par contre, tout le reste, des parallèles, des milieux, des points alignés, des coordonnées, des déterminants, ça marche dans tous les types de repères, on peut toujours le faire. Bien, alors, les coordonnées d'un point du plan. Qu'est-ce que c'est les coordonnées d'un point du plan, x, y? Eh bien, il existe un unique couple xy de r carré tel que vecteur OM s'écrive xi plus yj. C'est ça la définition des coordonnées d'un point du plan. Alors, pourquoi je vous mets un point alors que je vous mets un vecteur? Eh bien, on définit les coordonnées du point M, et pour déterminer les coordonnées du point M, on considère le vecteur OM, et on le décompose suivant les deux vecteurs de base, i et j. Par exemple, pour déterminer les coordonnées du point A, je vais déterminer les coordonnées de ce point. Alors là, vous avez l'habitude, on le lit, on voit bien qu'il est en 1, 1. 1 ici et 1 là. D'accord? Comment on fait? Eh bien, on trace le vecteur OA. Toc, le voici. Hein, puisque O, c'est l'origine du repère. Et on va décomposer le vecteur OA suivant les vecteurs I et J. Et donc on voit bien que le vecteur OA, c'est le vecteur I plus le vecteur J. Hein, le vecteur J, il est là, mais comme on est dans une maille rectangulaire, ce vecteur et ce vecteur sont deux représentants du même vecteur. On est bien d'accord par relation de Chasles que le vecteur OA c'est le vecteur I plus J. On a donc le vecteur OA s'écrit vecteur I plus vecteur J, ou si vous préférez on peut dire qu'il s'écrit une fois I plus une fois J. On en déduit donc que le point A pour coordonnées 1, 1, une fois I, une fois J. Il y a unicité de ces coordonnées, c'est-à-dire que à partir du moment où vous arrivez à décomposer OM suivant I et J, et bien cette décomposition est unique. Il n'y a pas d'autre façon de faire. Donc c'est très pratique pour trouver les coordonnées. Alors là, je vous les ai fait dans l'orthogonal. Je vais vous faire dans le repère quelconque pour les coordonnées d'un vecteur. Coordonnées d'un vecteur, c'est pareil. Le vecteur, c'est exactement la même chose. On décompose directement le vecteur en I et J. Alors par exemple, si je prends ce vecteur-là, tac, le vecteur U, je vais le décomposer suivant I. Alors suivant I, on voit bien que pour l'atteindre, il va falloir faire 2i et après monter une fois j. C'est-à-dire que le vecteur U, il va être égal à 2 fois i plus 1 fois j. Et donc les coordonnées du vecteur U, alors on les note en colonne, hein, c'est pour les différencier des coordonnées des points. C'est donc 2 pour i et 1 pour j. Alors s'il vous plaît, ne me faites pas un truc comme ça, là. Ce n'est pas une fraction. C'est de même que dans les coordonnées. Ouais, c'est vrai qu'il manque un point virgule. Hein. Voilà, vous me les écrivez comme ça.
Alors, c'est pas obligatoire, hein. Il y a des tas de profs de maths qui vont vous écrire que le vecteur U est pour coordonnées de 1, c'est tout à fait acceptable. C'est juste moi, je préfère prendre cette convention qui est assez classique, d'écrire les points en ligne et les vecteurs en colonne, comme ça on évite. Et puis en plus, ceux qui feront spécialité maths l'année prochaine, quand ils verront les matrices, ben, ils sauront déjà ce que c'est un vecteur colonne. Bon, coordonner un vecteur en fonction de ses représentants. Alors, là vous voyez, pour faire ça, il faut avoir le dessin, il faut avoir les vecteurs. Parfois, tout ce qu'on a, c'est les coordonnées du point A et les coordonnées du point B. On veut connaître les coordonnées du vecteur AB. Alors ça, c'est du coup, c'est là où cette écriture-là est particulièrement efficace. Quand vous connaissez les coordonnées de A et de B, vous voyez, boum, il suffit de faire, pour les coordonnées du vecteur AB, il suffit de faire coordonnées de la fin moins coordonnées du début. La fin moins le début. Hein. Et c'est toujours pareil en mathématiques, toujours la fin moins le début. C'est tout à fait normal pour connaître une distance. Quand vous voulez savoir, voilà, un camion il part de là pour aller à là, il part du point A pour aller au point B, vous voulez savoir combien il a fait, ben vous faites la distance, vous faites OB moins OA, vous faites toujours la fin moins le début. C'est un principe de base en mathématiques. Bien, bon tout ça vous connaissez par cœur normalement. Opération algébrique. On avait vu l'année dernière qu'on pouvait sommer des vecteurs et les multiplier par un réel, et que les coordonnées de la somme de deux vecteurs, ben, tout simplement c'était la somme des coordonnées, et la multiplication par un réel, c'était tout simplement le réel multiplié les coordonnées. Il n'y a aucun problème, on l'a même démontré l'année dernière. Ça se fait très bien. Vous avez le cours de seconde en ligne, si jamais vous voulez vérifier ça, c'est le chapitre 12. Pour les secondes. C'est le même chapitre que celui-là. 3. Collinéarité et déterminant. Alors, l'un des intérêts en géométrie affine, c'est que rien qu'avec les coordonnées, vous êtes capable de savoir si deux vecteurs sont collinéaires, c'est-à-dire s'ils ont même direction. Ainsi, ces deux vecteurs, par exemple, U et V, sont collinéaires. Ils ne sont pas de même sens. Enfin, ils ont même direction, ils ne sont pas de même sens, ils ne sont pas de même norme, mais ils ont même direction, ils sont donc collinéaires. Ben, comment on fait pour savoir ça? On calcule le déterminant de U et de V. Alors attention, on ne peut calculer un déterminant que si on a des coordonnées. Si vous n'avez pas des coordonnées, eh ben, vous ne pouvez pas calculer le déterminant. Si vous n'avez pas de coordonnées, c'est pas pratique. Le seul moyen de prouver que U et V sont collinéaires, il faut que vous arriviez à écrire que U est égal à K fois V. Il faut que vous prouviez qu'il existe un réel non nul K, tel que U s'écrit K fois V, ou V s'écrit K fois U. Ça ne fait pas le même cas dans ce cas, mais c'est la même histoire. Il suffit de prouver qu'ils sont proportionnels. C'est ça que ça veut dire. Donc ça, c'est quand vous n'avez pas les coordonnées. Quand vous avez les coordonnées, même pas besoin de s'ennuyer, vous faites le déterminant, qui je vous rappelle est extrêmement simple. Par exemple, les coordonnées de ça, là, on va dire que, allez, je me prends un petit repère là. Hop, je me prends un repère, orthonormé. Alors, j'avance de combien là? Là, j'avance de 1, 2, 3 et je monte de 2. Donc les coordonnées de U, c'est 3, 2. Et les coordonnées de V, je descends de combien? Alors, je vais... ouais, je vais dire 3, 3, hein, c'est plus simple pour mon exemple. 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, allez, on va dire moins 5. Et pareil, je descends de moins 5. Bon, eh ben, on veut prouver que ces deux vecteurs sont collinéaires. Eh ben, pas de souci, on calcule le déterminant de U et de V. Eh ben, donc on vous a dit, on met les coordonnées de U, c'est 3, 3. Les coordonnées de V, moins 5, moins 5. Et qu'est-ce qu'on fait? On calcule. Alors comment on calcule? On fait comme ça là. L'espèce de produit en croix, c'est x fois y' moins x' fois y. Alors on dit 3 fois moins 5, ça fait moins 15, moins 3 fois moins 5, moins 15. Moins 15, moins 15, ça fait 0. Si le déterminant est nul, c'est même si et seulement si le déterminant est nul, si et seulement si les vecteurs sont collinéaires. C'est donc une caractérisation de la collinéarité. Bon, voilà le programme de seconde. Rapidement. Bien, maintenant qu'on a revu ça, on va s'attaquer au programme de première.